Mesdames et messieurs les journalistes, chers camarades de la direction du Front populaire ivoirien, chers amis, chers frères et sœurs, je voudrais d'emblée vous remercier, chers amis journalistes, de votre présence ce matin. Comme le maître des cérémonies l'a indiqué, cela fait un bon moment que nous n'avions pas eu l'occasion d'échanger dans ce cadre de la conférence de presse. Je me prêterai dans quelques minutes à toutes vos questions. Mais avant, vous me permettrez de vous livrer quelques mots d'introduction qui seront un peu plus longs que d'habitude, cet exposé liminaire étant aussi le message que nous délivrons chaque année à l'occasion de notre traditionnelle fête de la liberté. L'année dernière, nous étions à Mans, dans le Tonkpi, où plus de 30 000 militants et sympathisants se sont retrouvés, sans pain ni sardines, mais avec beaucoup d'enthousiasme et de joie pour célébrer la liberté. Cette année, nous avons choisi de bousculer la tradition pour faire de ce moment un temps de réflexion intellectuelle et politique. D'abord parce que le Front populaire ivoirien, comme vous le savez certainement, est en deuil. Nous venons de perdre notre vice-présidente Pierrette Bleïdé, un visage de notre parti que vous connaissez bien, puisqu'elle a longtemps été votre interlocutrice à la communication. Le temps de deuil ne se prête pas aux activités festives. Aussi avons-nous décidé de privilégier cette année la réflexion autour de 3 grandes questions: la liberté, la réconciliation et l'indispensable alternance que nous avons l'ambition d'incarner en 2025. Liberté, réconciliation, alternance, elles sont liées et d'actualité. D'abord, la liberté. La liberté est toujours une conquête. Elle est le fondement de la démocratie et de la bonne gouvernance. Encore aujourd'hui, beaucoup de nos compatriotes sont privés de liberté ou contraints à l'exil pour leur engagement politique. Je salue la libération récente de plusieurs prisonniers politiques, dont Soul Toussoul, vice-président de Génération et Peuple Solidaire. Mais des progrès sont encore à réaliser. Il faut aller plus loin afin de vider nos prisons de tous ceux qui n'ont rien à y faire et dont l'incarcération balafre l'image de notre pays et enrhume la démocratie. La liberté est un bien précieux qu'il nous faut encore approfondir, conforter, pour arracher en 2025 des élections transparentes, fiables, qui garantissent à tous ceux qui le souhaitent la liberté de pouvoir se présenter. La transparence n'est pas forcément dans la culture de nos gouvernants. Il faut l'imposer avec un scrutin inclusif qui garantit l'égalité des chances. C'est à ce prix que la Côte d'Ivoire sera gouvernée dans la paix et dans la stabilité par des dirigeants pleinement légitimes. C'est d'autant plus indispensable dans le contexte international très tendu dans lequel nous évoluons. Des vents mauvais soufflent aux frontières de notre pays. Certains mots, certaines intentions nous alarment. Nous devons collectivement savoir préserver la Côte d'Ivoire. Un scrutin sans contestation renforcera notre pays, ses institutions, sa stabilité, sa sécurité. Le contexte régional nous rappelle que la liberté n'est jamais naquie. Ce contexte est marqué par la confiscation des libertés politiques dans toute une série de pays voisins et frères. La liberté bâillonnée, c'est au Mali la suspension des activités des partis politiques par des autorités de transition désormais en contrat à durée indéterminée. La liberté bâillonnée, c'est au Burkina Faso des opposants pourchassés, traqués ou envoyés au front en dépit de leur âge parfois avancé. Les terribles massacres des femmes et des enfants il y a quelques semaines dans les villages de Nodin et de Soro nous prouvent que la liberté est le rempart
contre les violations des droits de l'homme. La liberté bâillonnée, c'est en Guinée. Des opposants historiques contraints à l'exil et condamnés à une vie d'errance et de souffrance physique et morale. La liberté bâillonnée, c'est toujours une presse muselée. Ce sont vos confrères interdits de faire leur travail. C'est les lanceurs d'alerte en prison afin que les insuffisances, les échecs, les massacres parfois s'effectuent en circuit fermé. La liberté bâillonnée, c'est enfin la situation au Niger, pays pour lequel j'aurai une mention particulière. Le président légitime et démocratiquement élu, notre camarade et frère Mohamed Bazoum, est confronté à une situation que je dénonce depuis plus de 9 mois. Le chef de l'État est, vous le savez, séquestré avec son épouse au mépris de ses droits élémentaires. Il vit de manière très précaire, sans le moindre contact avec l'extérieur, victime de la cruauté des hommes. Sa situation traduit en réalité notre impuissance collective, celle de la CEDEAO, celle de la communauté internationale tout entière. Cette prise en otage d'un président de la République ne serait tolérée nulle part ailleurs que sur notre continent. C'est pourquoi je voudrais solennellement demander aux chefs d'État en exercice dans nos pays respectifs de ne pas l'abandonner. N'abandonnons pas Bazoum. Le combat pour sa libération doit être mené jusqu'au bout. Mohamed Bazoum est un exemple de courage, de force morale et mentale. Il mérite mieux que notre démission collective. La junte militaire doit trouver une sortie de crise honorable qui garantisse le retour du Niger dans le concert des nations démocratiques et la mobilisation de toutes ces forces vives de la nation contre l'ennemi commun, le terrorisme djihadiste. La Cour d'État du Niger a mis en délibéré jusqu'au 10 mai la question de la levée de l'immunité présidentielle du président élu. Il s'agit d'une fuite en avant qui ne constitue nullement la solution de crise que traverse le pays. Cette demande est en outre illégale, puisqu'une telle procédure ne s'applique qu'à un ancien président et que Mohamed Bazoum n'a pas démissionné de ses fonctions. Je lance donc un appel à la Cour d'État afin qu'elle se montre à la l'enjeu. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a donné l'exemple en rappelant le droit et seulement le droit de façon magistrale au moment où le fonctionnement démocratique de ce pays va. Au Niger, je souhaite qu'à son tour, la Cour d'État se montre à la hauteur de l'enjeu. Le droit ne peut pas et ne doit pas voler au cours d'un acte anticonstitutionnel, d'un coup d'État. Face à la liberté bâillonnée, il ne faut jamais baisser les bras. Il ne faut jamais se résigner. Chaque mètre de terrain perdu en matière de liberté a un coût politique, économique et social trop lourd pour être toléré. Pour cette raison, je le dis encore une fois, nous devons rester mobilisés en permanence pour la défense de la liberté. Notre mobilisation, en ce qui nous concerne, est la meilleure manière de protéger la Côte d'Ivoire, notre pays. Liberté donc, réconciliation ensuite. Nous sommes aujourd'hui le 4 mai. C'est à 2 jours près le premier anniversaire du partenariat pour la réconciliation nationale, la cohésion sociale et la démocratie que nous avons signé le 2 mai 2023 avec le parti au pouvoir. À ce propos, permettez-moi tout d'abord de revenir un instant sur ce terme de partenariat qui semble entretenir au niveau de certains de nos compatriotes des confusions. Les choses ont pourtant toujours été claires. Au moment de la signature, j'ai eu les mots suivants que je voudrais rappeler. Dédié à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et à la démocratie, ce partenariat n'est évidemment pas un partage de postes et de gâteaux.
Notre pays n'est pas une friandise et le pouvoir n'est pas un restaurant. Chacun est dans son rôle. Travailler ensemble à conforter la réconciliation, la cohésion et la démocratie, travailler à l'apaisement des cœurs n'exclut d'ailleurs pas la compétition entre nous. Chacun continuera à défendre ses idées, son projet, fait de citations. Et c'est bien ce qui s'est passé depuis un an. Ce n'est pas avec nous que le RHDP gouverne la Côte d'Ivoire. Et vous le savez tous. Le RHDP défend son pouvoir et dans l'opposition, nous défendons nos idées. Alors, où en sommes-nous de la réconciliation? Je le redis avec une certaine tristesse. Notre réconciliation est inachevée. D'expérience, une réconciliation au sortir d'une grave crise comme celle qu'a traversée la Côte d'Ivoire doit obéir à 4 principes. Le principe de vérité, le principe de justice, le principe de réparation des torts aux victimes, le principe de réforme pour garantir la non-répétition des crises. Certes, de nombreux actes ont été posés depuis 2011, depuis la création de la CDVR jusqu'au programme national de cohésion sociale en cours à l'heure actuelle. Des exilés sont rentrés, des prisonniers politiques ont été libérés, des comptes bancaires dégelés, des fonctionnaires réintégrés dans leurs fonctions, etc. Mais à l'heure actuelle, pouvons-nous sérieusement affirmer que la vérité sur les crises qui ont endeuillé et divisé le pays est connue? Que les responsabilités des uns et des autres ont été posées? Toutes les victimes de nos différentes crises ont-elles été identifiées de façon exhaustive, inclusive et prises en compte dans le programme de réparation? Que ceci soit d'ordre moral, matériel et financier? Ensuite, les Ivoiriens partagent-ils à l'heure actuelle une analyse unanime des causes des affrontements du passé? Des réformes consensuelles et adéquates, qu'elles soient d'ordre constitutionnel, législatif, administratif et sécuritaire, ont-elles été mises en œuvre pour garantir la non-répétition de ces crises? À toutes ces questions, on ne peut pas répondre par l'affirmative. Pour toutes ces raisons, et au nom du partenariat pour la réconciliation, nous avons proposé au RHDP de tenir un séminaire national sur le sujet. Le thème retenu est « Réconciliation nationale et cohésion sociale en Côte d'Ivoire, bilan et perspectives ». Avec deux grands sous-thèmes qui embrassent l'ensemble des problématiques liées à la réconciliation nationale et la cohésion sociale. Vérité, victimes et réparation d'une part, cause et réforme d'autre part. Ces réflexions seront menées à la lumière des expériences africaines dans le domaine de la justice transitionnelle. Nous proposons que ces séminaires soient ouverts à toutes les composantes de la nation ivoirienne. Les représentants du gouvernement et des corps constitués, les représentants de la société civile, des partis politiques, des couches socio-professionnelles, des régions et des communautés, les experts et représentants des partenaires au développement et les représentants des victimes des crises. Ce séminaire nous permettra d'écouter le gouvernement, décliner toutes les initiatives et toutes les actions posées dans le domaine de la réconciliation. Et en même temps, de convenir éventuellement des mesures d'approfondissement du processus de réconciliation et de consolidation de la cohésion nationale afin de passer d'un passé divisé à un avenir partagé. Le président du RHDP a été saisi par courrier de cette initiative. Les premiers retours sont positifs et un groupe de travail devrait être mis sur pied dans les prochains jours pour analyser le projet et convenir des modalités de son organisation. Une campagne de promotion de ce projet sera engagée dans les jours à venir. La paix et la stabilité de notre pays en dépendent. Enfin, l'alternance.
Nous le savons tous. La Côte d'Ivoire est à la fin d'un cycle politique. Ce cycle a été rythmé par les 3 présidents qui ont alternativement succédé à Félix Houphouët-Boigny. 2025 verra l'ouverture d'une nouvelle phase dans l'histoire de notre pays. Nos compatriotes éprouvent une envie de changement, une envie profonde de changement. L'alternance, c'est quelque chose de sain et de naturel dans une démocratie. C'est une respiration. C'est la possibilité de donner un nouveau souffle à notre pays. Et la Côte d'Ivoire a besoin d'un nouveau souffle. Quel est le bilan aujourd'hui pour le RHDP? Des résultats macroéconomiques flatteurs, un taux d'endettement alarmant, un niveau de corruption écœurant, une misère révoltante, un indice de développement humain en régression qui place la Côte d'Ivoire en queue de peloton des pays du monde, une espérance de vie à la naissance en recul de 58 à 57 ans. Les Ivoiriens vivent mal et moins longtemps. C'est ce que les chiffres nous enseignent. Ces résultats disqualifient tout discours sur la réussite économique de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va mal. Notre vie politique est aujourd'hui rythmée par des scandales de corruption à répétition qui mettent à mal la confiance envers nos dirigeants et nos institutions. Sur le plan social, en ville comme à la campagne, nos compatriotes souffrent. Nous sommes à leur côté lorsque les familles entières sont victimes de déguerpissement au mépris des règles élémentaires d'humanité. Nous sommes aux côtés de nos producteurs de cacao, victimes d'un système inique de fixation du prix qui les maintient dans une situation de pauvreté endémique. C'est pour défendre leurs intérêts et leur dignité que nous avons demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire. En 2025, nous porterons la voix du peuple de Côte d'Ivoire. Ce peuple qui se lève tôt et se couche tard. Ce peuple qui se sent peu respecté, peu considéré. Nous porterons son combat pour la justice et la dignité. Face aux héritiers du système à bout de souffle, l'alternance sera une rupture et un nouveau départ. Réussir l'alternance ne sera possible que sur la base de valeurs et d'un projet. La Côte d'Ivoire mérite un vrai débat programmatique. Il se tiendra d'une part entre les héritiers d'un système qui marque chaque jour ses limites et d'autre part le candidat de la rupture, le candidat du changement, le candidat de l'espérance qui sortira de nos rangs. Notre projet s'adresse à tous les Ivoiriens. Le temps du toujours plus pour une petite caste associée au pouvoir et du jamais rien pour tous les autres, ce temps-là doit s'achever en 2025. Les nominations inutiles et dispendieuses, comme l'eau de consolation, ou pour neutraliser toute velléité d'exister par soi-même, ce temps-là doit s'achever en 2025. Il faut en finir avec un système politique fondé sur les prébendes et le clientélisme. Ces méthodes ne seront jamais les nôtres. Notre ambition est de fonder une nation démocratique, unie dans sa diversité socio-culturelle, ouverte sur le monde, dont la prospérité est durable, assise sur une économie industrielle, diversifiée, compétitive et pourvoyeuse d'emplois. Cette ambition passe par 4 ruptures. Rupture au niveau de l'État et de la pratique du pouvoir. Il faut sortir de l'État centralisé, qui a en même temps une centralisation des moyens financiers, des pouvoirs politiques et qui génère inéluctablement le népotisme, pour aller vers un État décentralisé. La décentralisation sera au centre de notre projet politique. C'est cela la première rupture. De manière à ce que le développement de la Côte d'Ivoire ne repose pas sur les épaules d'une seule personne, mais soit l'affaire de tous les Ivoiriens à travers le territoire national et à travers les collectivités territoriales qui seront les colonnes vertébrales de
décentralisation et du développement national, qui disposeront des moyens politiques, matériels et financiers nécessaires pour territorialiser la croissance économique et faire en sorte que la pauvreté recule. Mais l'autre rupture en matière de réforme de l'État et de la pratique du pouvoir, c'est mettre fin à l'hyper-présidentialisme auquel nous assistons à l'heure actuelle, où tous les pouvoirs sont entre les mains d'un homme qui est devenu un dieu, qui fait et défait les hommes, qui distribue les prébendes, comme nous l'observons à l'heure actuelle, et qui bénéficie en conséquence, à travers le pays, des cérémonies d'hommage, de reconnaissance, des pratiques rétrogrades auxquelles il faut mettre fin. Parce que dans aucun pays démocratique, on assiste à des manifestations où à coup de centaines de millions, on organise des cérémonies d'hommage à un chef d'État. Il est dans sa fonction. Mais l'autre rupture, c'est au niveau de nos choix sécuritaires et diplomatiques. Nous avons décidé de faire de la sécurité et de la diplomatie un même défi. Parce que la sécurité et la diplomatie sont les deux faces d'une même médaille. Comment prévenir les conflits? Et comment, en cas de conflit, défendre l'intégrité territoriale? C'est pourquoi nous ambitionnons de faire de la Côte d'Ivoire une référence en matière de sécurité et de défense dans la sous-région. Mais je reviendrai là-dessus. Mais comme vous le savez, aujourd'hui dans le monde, aucun pays ne peut compter sur sa seule force militaire. C'est pourquoi la diplomatie est développée, pour anticiper, pour prévenir les conflits. Et donc c'est pour cela que nous allons faire la rupture. Parce que comme vous le savez, notre pays est dans une zone de turbulence, à travers tout ce à quoi nous assistons dans la sous-région. Notre diplomatie est en panne. La Côte d'Ivoire est en conflit pratiquement avec les grands voisins avec qui nous avons vécu, nous avons entretenu des relations de fraternité, de coopération depuis les temps coloniaux jusqu'à aujourd'hui. Il faut mettre fin à cette situation de conflit et de crise pour renouer avec tous les pays autour de nous parce que nos sorts sont liés par l'histoire, par la géographie, par l'économie, et c'est ensemble que nous devons faire face à toutes les menaces auxquelles chacun de nous est confronté. La troisième rupture, c'est la rupture au niveau de notre modèle de développement. Ce modèle de développement transforme les Ivoiriens en ouvriers des puissances économiques internationales. Les Ivoiriens sont devenus des ouvriers. Le développement de notre pays repose à 90% sur le financement international, sur les financements mobilisés par les entreprises multinationales. Nous-mêmes, nous n'y participons qu'autour de 10%. Parce que les PME ivoiriennes ne contribuent qu'à 20% du PIB, alors que les multinationales y contribuent à 80%. Et parce que les multinationales contribuent à 80%, tous les bénéfices sont rapatriés à l'extérieur. C'est-à-dire que les Ivoiriens travaillent pour enrichir les multinationales. Puisque les seuls dividendes qui ressortent de leur travail, ce sont leurs salaires, qui ne représentent même pas 20% des ressources générées par leur activité. Ça, c'est la première contradiction à laquelle il faut mettre fin. Pour que le développement du pays repose d'abord sur les Ivoiriens, sur les initiatives des Ivoiriens, sur le financement, les ressources financières des Ivoiriens. De manière à ce que les bénéfices, la valeur ajoutée restent en Côte d'Ivoire et contribuent à sécuriser le développement national. Ça, c'est la première contradiction à laquelle il faut y mettre fin. La deuxième contradiction, c'est que du fait de cette économie extravertie, nous sommes dépendants financièrement de l'extérieur.
L'argent que nous utilisons nous est prêté par les institutions financières internationales. Le financement privé vient de l'extérieur. Le financement public aussi vient des puissances financières internationales. De telle sorte que la Côte d'Ivoire est, à tout point de vue, dépendant de l'extérieur. Dépendant de l'extérieur pour les emplois, pour l'activité économique privée, dépendant de l'extérieur pour le financement public. Il faut mettre fin à ces deux dépendances. Et c'est ce que nous allons faire au niveau de notre modèle de développement. De manière à ce que les entreprises, les PME ivoiriennes soient au centre de notre programme économique et financier. Et que le développement économique soit territorialisé à travers une multitude de PME à travers la Côte d'Ivoire pour transformer nos produits locaux. C'est ce que nous allons appeler le Nzrama économique. Nous avons fait le Nzrama politique au sein du parti. Nous ferons le Nzrama économique, c'est-à-dire un ensemble de PME dispersées sur l'ensemble du territoire. Partout où on produit une ressource agricole, il faut qu'on fasse la transformation, qu'il y ait une unité, une petite unité de transformation qui voit le jour, pour produire une agriculture à valeur ajoutée. Et cela va se faire sur l'ensemble du territoire. Là où on produit de l'arachide, qu'il y ait une unité de transformation de l'arachide. Là où on produit du manioc, qu'il y ait une unité de transformation du manioc. Là où on produit du riz, qu'il y ait une unité de transformation du riz. Et ceci sur l'ensemble du territoire. Et c'est nos frères, les jeunes entrepreneurs qui décideront de s'engager dans cette activité, ce sont eux qui seront soutenus. Ils seront soutenus financièrement, ils seront encadrés techniquement et ils seront, je dirais, accompagnés en termes de recherche de marché, de manière à ce que leur activité prospère. C'est sur donc, les PME ivoiriennes que nous allons asseoir le développement national. Et pour financer les PME ivoiriennes, nous mettrons en place ce que nous avons appelé le fonds souverain. Le fonds souverain qui pourra prendre des participations de ces entreprises à travers les collectivités locales. Parce que je l'ai déjà dit au cours d'un meeting, chaque région devra mettre en place chaque année un fonds d'1 milliard pour soutenir les initiatives locales en matière de développement économique. Chaque conseil régional. Parce que les conseils régionaux seront soutenus. Leur budget sera multiplié au moins par 5 pour que sur l'ensemble du budget, chaque conseil régional puisse avoir au moins 10 milliards comme budget, au lieu de 1 ou 2 milliards auxquels nous assistons à l'heure actuelle. Et sur ces 10 milliards, chaque conseil régional devra mettre en place un fonds d'investissement d'1 milliard chaque année. Ce fonds d'investissement sera à la disposition des jeunes de la région qui veulent monter une petite unité de transformation de manioc, créer un salon de coiffure, un restaurant, faire un transport, acheter des tricycles pour transporter le manioc, pour transporter le cacao. Ce sont tous ceux-là qui seront soutenus. Ceux-mêmes qui veulent aussi produire du maïs, comment nous les accompagnons. Et à ce niveau, nous ferons une grande réforme au niveau foncier pour moderniser l'agriculture, pour faire en sorte que ces jeunes puissent accéder à la terre. La dernière rupture, c'est au niveau de nos priorités sociales et culturelles. Je l'ai indiqué, nous ne pouvons pas continuer à être à la traîne en termes de développement humain, être à la traîne en termes d'espérance de vie à la naissance. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire devrait être au moins à 62 ans, 64 ans en termes d'espérance de vie à la naissance. Nous avons reculé à 57 ans. C'est une situation intolérable. Et tout doit être mis en œuvre pour réparer cela à travers la refondation du système de santé, la réforme de l'éducation nationale, de l'accès au logement, etc., etc. Cette vision, ces 4 ruptures seront portées par 7 piliers stratégiques que nous avons appelés les piliers de la Renaissance. Le premier pilier, et ces piliers recouvrent tout ce que je viens d'indiquer, la Côte d'Ivoire, une nation démocratique, unie dans sa diversité socio-culturelle et attachée à la justice.
C'est dans le cadre de ce pilier que nous allons refonder l'État à travers la régionalisation du processus de développement. Et la régionalisation du processus de développement va s'appuyer sur la déconcentration du pouvoir politique. Il n'est pas normal que des maires quittent tous les pleux Ouangolo-Dougou pour venir faire approuver leur budget à Abidjan. Il n'est pas normal que dans les régions, on ne dispose pas des moyens pour penser le développement régional. C'est pour cela que les régions seront la colonne vertébrale. D'abord parce que les élus régionaux seront réhabilités, mais aussi parce que l'administration territoriale sera renforcée. Nous envisageons de faire de chaque district un cadre de déconcentration. Nous n'allons pas faire comme ils le font actuellement, où un président de district ou un gouverneur est nommé avec un statut hybride où il est à la fois élu, et à la fois nommé. Les districts seront des entités administratives. Et les gouverneurs des districts seront le dernier échelon de la hiérarchie administrative, depuis le sous-préfet jusqu'au gouverneur, en passant par les préfets de département. Et ces gouverneurs, ce sont eux qui vont représenter l'État dans la région. Ce sont eux qui vont encadrer, je dirais, l'élaboration des schémas directeurs de développement régional. Ce sont eux qui vont faciliter le travail des élus, qui vont assurer la tutelle. Toutes les régions verront leur budget examiné au niveau régional sans venir à Abidjan. Les préfets, les gouverneurs des districts seront de réelles entités qui vont jouer un rôle actif, un rôle dynamique dans le développement national. Et en conséquence, la fonction de préfet de région sera supprimée. Il n'aura plus d'intérêt. On aura le sous-préfet, le préfet de département et le gouverneur des districts. Ensuite, les chefs de village verront leur statut réhabilité. Il n'est pas normal qu'aujourd'hui, de nombreux Ivoiriens, de nombreux enfants n'aient pas d'âge de naissance parce que les parents doivent faire 20, 50 km avant de faire les déclarations de naissance. Alors qu'on dit que le chef de village est l'auxiliaire de l'administration. Les chefs de village seront de véritables maillons de l'administration du territoire. Ils auront le pouvoir d'enregistrer les naissances, d'enregistrer les décès, en relation avec le sous-préfet. Et en contrepartie, ils seront rémunérés, parce qu'ils jouent un rôle important alors qu'ils sont ignorés par l'administration nationale. Le deuxième pilier, c'est la Côte d'Ivoire, un smart power diplomatique et militaire au service de la sécurité nationale, de la souveraineté africaine, de la paix dans le monde. Je l'ai indiqué que nous allons réformer notre système de défense et de sécurité, de manière à ce que la Côte d'Ivoire soit à l'abri de toutes les menaces. La Côte d'Ivoire soit préparée pour faire face à toutes les menaces. Et pour cela, nous envisageons de reformer notre doctrine de défense. Parce que la Côte d'Ivoire doit devenir une puissance régionale en matière de défense et de sécurité dans cet environnement incertain. Donc, pour cela, nous allons développer le renseignement pour connaître, comprendre et anticiper. Nous allons bâtir des forces aériennes modernes et puissantes comme outils de dissuasion, de réaction rapide et massive et de protection. Nous allons densifier l'armée de terre pour relever tous les défis de la masse, de l'efficacité et de la résilience. Il faut que notre armée de terre soit à mesure de faire face à toutes les éventualités. Nous allons doter la Côte d'Ivoire d'une véritable marine de guerre pour assurer la surveillance et la protection des intérêts stratégiques et garantir notre souveraineté en mer. Nous allons réorganiser, moderniser et renforcer la politique nationale pour garantir la sécurité des personnes, des biens et des institutions. Nous ferons de même en ce qui concerne la protection civile pour faire face efficacement aux calamités et catastrophes liées au changement climatique, aux crises sanitaires, aux accidents liés au transport et aux risques industriels. Ce sera la deuxième rupture
Mais comme je l'ai indiqué, l'armée ne suffit pas parce que aujourd'hui, la Côte d'Ivoire doit rester fidèle à sa politique de paix. C'est pourquoi notre diplomatie doit être dynamique. Et pour cela, nous allons mettre la diplomatie ivoirienne au service d'un nouvel ordre mondial. Vous le voyez bien, les grands défis qui se posent aujourd'hui dans le monde, comment l'ONU peut promouvoir le multilatéralisme, peut être encore plus dynamique pour mettre fin au conflit. La Côte d'Ivoire est muette, de façon générale comme l'Afrique. Nous ambitionnons de faire entendre notre voix dans ces forums, lorsqu'il s'agit de réforme de l'ONU, lorsqu'il s'agit de promouvoir la sécurité internationale. Et c'est pour cela que notre diplomatie sera au service du nouvel ordre. Mais nous devons aussi contribuer à faire de la sous-région ouest africaine un espace de sécurité et de paix durable. Pour le moment, nous ne sentons pas la puissance économique de notre pays dans la préservation de la paix dans la sous-région, dans l'influence qu'il peut exercer pour orienter la sous-région dans la direction de la paix et du développement. Or, nous sommes condamnés à nous entendre au niveau de la CEDEAO. Nous sommes condamnés à nous organiser ensemble. Nous ne pouvons pas nous fractionner. Et c'est pourquoi ce à quoi nous assistons avec le Burkina, le Niger et le Mali qui sont dans une logique de rupture en faveur d'un nouvel organe de coopération, nous attriste. Parce que ce n'est pas dans la division que nous allons prospérer. Il faut renforcer, au contraire, l'intégration sous-régionale. On le voit, même les pays développés sont dans cette dynamique. Ils parlent aujourd'hui de l'élargissement de l'Europe. Pendant ce temps, les Africains travaillent au rétrécissement des cadres de coopération. Cela dit que nous prenons le chemin inverse. Et la Côte d'Ivoire doit faire entendre sa voix, doit avoir une attitude dynamique. Ce n'est pas donc en restant dans les conflits avec le Burkina, le Mali, le Niger ou la Guinée que nous pourrons jouer ce rôle-là. Nous devons avoir un rôle plus dynamique, un rôle plus prospectif. Et c'est pourquoi nous allons contribuer à faire de la sous-région ouest un espace de sécurité. Mais nous devons aussi faire de la Côte d'Ivoire le moteur de l'intégration sous-régionale et un acteur majeur de l'unité africaine. Nous devons développer l'éco-diplomatie, nous devons renforcer le réseau diplomatique et les moyens de l'administration et des chancelleries, nous devons valoriser le rôle de la diaspora. Voilà donc ce que nous aurons à faire en ce qui concerne ce deuxième chantier de la renaissance de notre pays. Mais en plus de ce chantier, prends ça. Le troisième chantier, comme je l'ai indiqué, qui est le troisième pilier, c'est la Côte d'Ivoire, le grenier de l'Afrique de l'Ouest, une puissance industrielle et digitale et une économie diversifiée pour performance et pourvoyeuse d'emplois. Un des paradoxes de notre pays, c'est que, par exemple, nous sommes la première puissance économique en matière de production de cacao, mais aussi nous sommes pratiquement un grand pays qui importe la plupart des denrées alimentaires que nous consommons. En ce qui concerne le riz, nous sommes le plus grand importateur de riz en Afrique, le premier importateur de riz en Afrique. En 2023, nous avons dépassé plus de 500 milliards de francs CFA dans l'importation de riz. C'est une situation inacceptable. C'est une situation que nous avons héritée de l'ère coloniale, où le système colonial a spécialisé notre pays dans la production des produits pour alimenter le marché occidental, le marché européen. Mais il faut rompre avec ça. Parce que l'agriculture, la première vocation de l'agriculture, c'est de nourrir les hommes. Nous ne pouvons pas avoir un pays aussi généreusement doté et puis importer du riz.
c'est inacceptable. Et donc, une des ruptures, ce sera ça. Comment nous faisons en sorte d'être autosuffisants au niveau agricole. Mais aussi, comme je l'ai indiqué, transformer, structurer notre économie pour qu'elle soit une économie industrielle. Valoriser les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le quatrième pilier, c'est le pilier des infrastructures technologiques. Le développement n'est pas possible sans des infrastructures modernes. L'organisation de la vie elle-même peut être contrariée par l'absence de moyens de transport. C'est pourquoi la modernisation des infrastructures sera un pilier important de notre programme. Le cinquième pilier, c'est la Côte d'Ivoire, un peuple de culture, de connaissances et de compétences pour une nation de modernité sociale, de créativité, d'abondance, d'excellence et de paix. C'est un pilier qui va rassembler toutes nos politiques en matière d'éducation nationale, en matière de culture, en matière de santé publique, en matière de logement, etc. Parce que dans ce domaine, nous avons encore de grands défis à relever. Le sixième pilier, c'est la Côte d'Ivoire, une référence en matière écologique, de développement durable et de bien-être. Et le septième pilier, c'est un cadre macroéconomique robuste pour une prospérité durable. À travers ce pilier, il s'agira de mobiliser les ressources pour financer le développement de notre pays. Nos projections nous indiquent que nous aurons besoin de 2025 à 2030 de 9 000 milliards de francs CFA pour financer les 6 piliers que je viens d'indiquer, plus le pilier macroéconomique. Ces 9 000 milliards, nous espérons pouvoir les mobiliser pour un tiers à travers le financement public et pour 2 tiers à travers le financement privé. Voilà donc, chers amis, ce que nous avons pour projet et ce qui nous mobilise. Ce pourquoi chaque jour nous nous réunissons dans ce siège, que nous mobilisons nos cadres, nos camarades sur le terrain, parce qu'il faut transformer le pays. Il faut moderniser la Côte d'Ivoire. Et réussir l'alternance nous impose donc de nous mettre en ordre de bataille. Cela passe par la décentralisation de l'organisation du parti et la responsabilisation des cadres régionaux à travers des contrats d'objectifs. Nous avons décidé de moderniser la gestion du parti. Aujourd'hui, le pays est découpé en régions politiques, avec à la tête de chaque région un vice-président de région qui est le président du parti à l'échelle régionale, qui dispose des cadres à tous les niveaux pour mettre en application le programme du parti à l'échelle régionale. Donc ce programme du parti est régionalisé et chaque région a ses objectifs en termes de création des structures, en termes de recrutement de militants. Les 648 000 militants que nous avons décidé de recruter cette année sont repartis dans les 42 régions qui existent à l'heure actuelle. Donc avec l'opération Marée Bleue, notre ambition, comme je l'ai indiqué, c'est de recruter 648 000 adhérents d'ici la fin de l'année. Avec l'opération Zrama, nous disposerons d'un maillage territorial composé de 10 000 sections qui seront autant d'agents électoraux pour la victoire en 2025. Réussir l'alternance implique une stratégie globale de reconquête. En 2015, notre candidature à notre sortie de prison relevait pour le FPI de l'affirmation de sa capacité de résilience et donc de survie. Sur 2020, il est inutile de revenir, nous savons tous ce qui s'est passé. En 2025, nous n'allons pas à l'élection pour participer, nous y allons pour gagner. Ensemble, avec et pour le peuple de Côte d'Ivoire. Je vous remercie et je me tiens à votre disposition pour vos questions éventuelles.